freine, hein, il y a des lumières qui vont dans les cellules, tout ça, et ça tourne. Et quand je regardais cette personne-là, surtout la nuit, ça me faisait étrange. On aurait dit un squelette, il prenait la peau la peau de ses cuisses et il faisait un demi-tour dessus, il entourait l'os. Voyez-vous, donc c'est affreux tout ça, voyez-vous. Et j'en passe, j'ai vu des choses en prison incroyables. J'ai vu des gens qui se jetaient sur la tête, éclatés. J'en ai vu qui se coupaient les bras, le son sortait comme ça, voyez-vous. Et ça, c'est pas des mensonges. Ça, je peux vous le prouver. Parce que vous savez, quand on passe, on a un cahier judiciaire. Et dans les prisons qu'on passe, et c'est ça, peut-être qu'on ne donnera peut-être pas le truc de mon cahier judiciaire et où c'est que j'ai passé en prison, bien sûr. Mais il y a des choses, il y a des gens qui ont été en prison, des anciens qui connaissent ça. Voyez-vous, donc je ne parle pas en l'air. Et bien sûr, après, je sortais de prison, et puis c'est vrai que je faisais des fois des choses, parce que je voulais m'enrichir. Bon, des fois je tombais dans des barrages, je me faisais mitrailler. Voyez-vous, je me faisais mitrailler, après il y a quelqu'un qui était avec moi, je ne le laissais pas dans les gendarmes, je retournais et on me retirait dessus, voyez-vous. Et des fois j'arrivais à reprendre la personne qui était avec moi, ou des fois je n'y arrivais pas, j'étais obligé de partir, parce que le nombre de policiers était trop grand, voyez-vous, je ne reculais devant rien. Voilà, parce que moi je voulais m'enrichir, ici et ça. Et puis en faisant ça de fil en aiguille, j'ai connu aussi des grands personnages que je ne veux pas expliquer là. Voyez-vous, ça restait dans ma mentalité, c'est comme ça, le temps est passé, voilà, je ne veux pas expliquer. Mais j'ai connu pas mal de grandes personnes, voyez-vous, qui se disaient bien, mais en réalité, c'est comme ça la vie, voyez-vous. On a trafiqué avec des grandes personnes aussi, voyez-vous, des personnes bien placées. Mais je ne dirais que mot, parce que ma mentalité, elle est restée comme ça. C'est passé, le Seigneur m'a lavé, et le passé, voilà, faut pas le retourner. Mais c'est simplement pour vous donner mon témoignage. Et ensuite, eh bien, après, là, quand j'avais été à Tarbes, eh bien, comme j'étais catholique, donc je vais aller à Tarbes à l'époque, ma femme mettait des grosses bougies, voilà, et puis elle disait, voilà, j'ai mis la bougie, et je dis, là, j'espère que Dieu, il fera quelque chose dans ma vie, et puis quand j'allais voler, quand je revenais avec le magot, ou le petit magot, eh bien, Dieu m'a béni, ou Dieu m'a pas béni, moi, parce que je pensais que c'était ça, je pensais que même là, Dieu me bénirait dans mon vol, voyez-vous, alors que je déraisonnais même, et quand je vois que ma femme m'a mis une bougie, pour cela, ou pour quelque chose d'autre. Après, j'ai raisonné avec la parole du Seigneur, mais je me disais, alors si je mettais une grosse bougie, Dieu m'entend si j'ai beaucoup de sous. Et si j'ai pas beaucoup de sous, je mets une petite bougie, il m'entendra moins, et si je mets pas de bougie du tout, il m'entend pas. Après, le Seigneur, il m'a montré que c'était un truc, mettons que c'était un truc de sous simplement, hein, Lourdes. Hein. On vend des médailles, on vend des statues, on vend tout ça. Lourdes, c'est idolâtre, on ne parle pas du Seigneur, c'est une ville vraiment dédiée à Marie qui est Isis, voyez-vous. Et bien oui, j'ai connu pas mal de monde en prison, j'ai connu pas mal de monde. Et quand je suis sorti comment on appelle, c'est la dernière prison, eh bien oui, de Poissy, à la maison centrale de Poissy, quand je suis sorti, eh bien, voilà, et puis il s'avère que un an après, c'est là que le GIGN, eh bien, il me jetait des grenades lacrymogènes dans la cour qui explosaient. Moi, je crois que c'était la bouteille à gaz qui explosait de la caravane où mes enfants dormaient. Et puis c'est là qu'ils m'ont gazé, ici et ça. Et puis après enquête, j'avais pris un avocat qui s'appelait Maître Vignol, d'ailleurs un bon avocat qui parlait bien, mais n'empêche qu'il fallait que je le paye quand même. Et puis qui a quand même montré que, d'après les dires, d'après les choses, eh bien que j'étais innocent. Mais j'ai quand même fait, eh bien, 2 mois de prison, mais j'ai quand même aussi déboursé, eh bien, ce qui vaut aujourd'hui à l'avocat, ce qui vaudrait, je veux dire, peut-être à 400 000 euros. J'étais obligé de le payer quand même, donc pour une histoire, et ça on m'a pas remboursé, voyez-vous. Et malgré tout, eh bien, je ne sais pas si c'est resté dans les archives, mais tout ça, ça reste. Parce que quand vous passez au tribunal, eh bien, quand vous avez fait quelque chose, malgré que vous avez payé, eh bien, moi je me rappelle quand je passais au tribunal, eh bien, la juge ou le juge, il disait, bon, ben, voilà, vous avez été condamné en telle année, vous avez été condamné encore en telle année, mais votre palmarès, il est assez grand, vous n'allez jamais vous en sortir. Et en plus, on nous rabâchait cela, bien sûr, alors qu'on avait quand même peigné notre carcasse. Donc ça veut dire que, pour eux,
il n'y a pas de pardon, ils disent toujours, hein, voilà, t'as fait ça, t'as fait ci, t'as fait ça. Hein. C'est comme si que, mettons, je ne sais pas, moi, parce que puisque t'as payé, moi je pense que c'était lavé. Bien sûr, j'avais fait la chose a resté quand même, mais j'avais quand même payé de ma carcasse. Eh bien, c'est-à-dire que non, fallait rabâcher pour mieux, eh bien, nous assaisonner. Et puis une fois, eh bien, on est venu me chercher aussi, bien sûr, hein, au palais de justice de Pontoise, quand mon frère il était passé pour cette gendarme, paraît-il qu'il avait tué. Puis moi j'avais été là-bas aux assises, puis les portes des assises étaient ouvertes, et il y avait du monde partout, des journalistes partout, je rentre là, et quand je rentre, je voyais pas mon frère, je levais la tête, et là, bien sûr, il y a un gendarme qui était derrière en civil, il me dit bonjour, il dit vous êtes bien Dorquel? Ben, je dis oui. Il dit ouais, Dorquel Charles, je dis oui. Ah ouais, mais il dit, vous pouvez pas venir un peu derrière, là? Ben, je dis, parlez, si vous n'avez pas besoin d'aller derrière, parlez. Non, mais il dit, il y a du monde ici, on va aller derrière. Venez, j'ai quelque chose à vous dire. Et puis quand j'ai été dans le derrière de la salle du palais de justice, il y avait toute une armée de gardes mobiles, habillés en soldats, qui m'ont sauté dessus. Ils m'ont sauté dessus, bon, ils ont essayé de me menotter, bon, ils m'ont mis une menotte d'un côté, mais à l'époque, j'étais assez jeune. Donc ils m'avaient arraché les pieds de pantalon, tout ça, ils m'ont emmené à Montdidier, là-bas. Et ils m'ont fait voir des photos avec des têtes coupées, des hommes pendus à Pontoise avant, hein, parce qu'ils m'avaient emmené à Pontoise. Et le responsable, je crois que c'était un capitaine, un truc comme ça, ou un commandant de gendarmerie, ben, il me dit, Dorquel, passe-toi le temps à regarder ça. Et moi je commençais à me demander, mais je dis, mais non, il dit tout ça là, on les a retrouvés. Mais il dit, voilà, il dit, regarde. Mais je dis, j'ai pas besoin de regarder ça. J'ai bien autre chose à regarder, je dis que les choses que vous me faites voir là. Alors je ne sais pas pourquoi ils m'ont fait voir ça, voyez-vous. Et moi j'ai demandé pourquoi ils m'avaient arrêté. Alors il me dit, nous on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi on t'arrête. Bah je dis, lâchez-moi. Mais non, mais il dit, il y a quelqu'un d'autre qui veut te voir. À Montdidier, mais on a ordre de t'arrêter. Et c'est là qu'ils m'ont arraché le pied de pantalon, ils m'ont tout arraché. Et quand ils ont voulu me mettre dans l'estafette, alors que j'avais rien fait du tout, je dis chichement dans la voiture, car à l'époque c'était des Renault, c'était des estafettes. Mais je dis chichement dans l'estafette, il est certain que le poste radio que vous avez là, les coussins, je vais mettre l'intérieur en lambeaux. Je ferai peut-être me tuer pour me mettre là-dedans parce que vous ne voulez pas me dire pourquoi ils m'arrêtent. Elle me dit, nous on ne le sait pas, mais à Montdidier ils savent. Ah oui, d'accord. Alors ils m'ont emmené à Pontoise et c'est là qu'ils m'avaient fait voir les photos. Et de là, après, bien, ils m'ont escorté à plusieurs voitures jusqu'à Montdidier. Et là-bas, bien sûr, ils voulaient me mettre tout un tas de machins sur le paletot. Alors après ça, on voulait mettre des coffres-forts sur le dos, des braquages, voilà. Et puis le commandant de gendarmerie, il venait avec la baguette et il me piquait, il me dit, Dorquel, tu dormiras pas. Ben, j'ai pas envie de dormir. Et je dis même, il dit, si tu dis, il dit, après tu dors. Alors je dis, il faut que je dise des choses que j'ai pas sur mon cœur, que j'ai pas fait, mais si je le dis, je dors. Mais je dis, vous travaillez pour la justice ou l'injustice? Et après ça, là, à Montdidier, à la gendarmerie, bon, c'était un genre d'école, une école de gendarme, je sais pas ce qu'il y avait à Montdidier là-bas, à la gendarmerie. Et moi, bien sûr, les policiers dormaient autour de moi, parce que c'était la nuit, moi j'avais pas le droit de dormir, ils m'avaient attaché à un banc, et ils dormaient autour de moi, mais où je suis là, hein. Et le lendemain, c'est pareil, après à la gendarmerie, eh bien, il y est venu des policiers, alors il dit, Dorquel, nous c'est pas comme la gendarmerie, à nous, tu vas nous dire. Mais je dis, moi je ne suis pas un perroquet, vous regardez ce qu'il y a d'écrit, mes déclarations, ce que j'ai fait, hein, vous demandez à vos collègues gendarmes qui vous donnent des déclarations, et ça sera pareil, j'ai rien à dire de plus ni de moins. Voyez-vous, c'est pas à force d'essayer de m'acculer, de ne pas vouloir que je dorme, et puis de me mettre des coups comme ça dans les côtes, pour pas que je dorme, que je vais dire quelque chose, voyez-vous. Donc, après ça, on m'a emmené bien à comment on appelle ce pays-là, à Orléans. Et là, Orléans aussi, hein, bien sûr, hein, on me met en prison, on dit voilà. Alors là-bas, les gendarmes, ils me disent voilà, alors t'as fait un courte paille, tu l'as braqué, mais seul, hein, tu l'as braqué. Il y avait environ une vingtaine de personnes, tu les as ligotées, tout ça seul, hein, tenir une pile, paraît-il, parce qu'il faisait un peu nuit, tenir un fusil, tu les as braqués, voilà, et puis quand t'es parti, t'as tiré sur un gendarme, tu lui as tiré dans la tête et tout. Mais je dis, c'est pas vrai, je vous ai fou de dire ça. Non, c'est vrai, tu verras, quand t'arriveras là-bas, à Orléans, avec la juge. Alors là-bas, ils me mettent en prison, bien sûr, hein. Et la colère que j'avais, parce que j'avais la colère en moi c'était comme ça.
Alors je dis au surveillant, j'ai rien fait, mais le surveillant il dit moi, il dit monsieur, il dit pas monsieur, hein, il dit moi, parce qu'on t'appelle pas monsieur en prison. Et il dit moi je ne sais pas, hein, moi, on me dit de te fermer la porte, je ferme. Je dis oui je le sais, mais je vais aller voir quand même le directeur. Alors avec un mal de chien parce que j'avais fait un truc terrible, il me présente au directeur, mais le coup de la colère, je dis moi, après quand il me présente au directeur, je dis moi j'ai rien fait, je dis monsieur le directeur, vous comprenez, ah bah il dit tout le monde est innocent ici, ben, je dis oui, mais si vous le savez pas, moi je le sais. Alors moi, la colère qui va peut-être me prendre, je ne sais pas parce que je suis qu'un homme, peut-être que je vais mettre le feu dans la prison, et une fois que le feu sera mis dans la prison, vous direz au juge pourquoi, eh bien que j'ai mis le feu dans la prison. Parce que là, il y aura une cause, mais là je suis là sans cause. Donc ils m'ont mis à Orléans là-bas. Et à Orléans, j'ai fait la grève de la faim, hein, c'est là que j'avais été aussi à Fresnes, à Orléans. Il ne faut pas que je confonde les prisons. Alors, ils me mettent à Fresnes, et ci et ça, donc je fais 12 jours la grève de la faim. L'avocat, il m'envoie une lettre, si tu ne cesses pas la grève de la faim, dans laquelle tu ne pourras pas être présenté aux témoins. Et quand j'étais présenté aux témoins à Orléans, à cette époque, et le témoin était là, je ne savais même pas, je ne connais pas cet homme, et la juge me présente au témoin, et le témoin était là, et elle dit, voici celui qui vous a adressé, monsieur. Ben, le témoin a dit, mais jamais connu cet homme, jamais, jamais. Ah non, attendez, ne dites pas que vous ne l'avez pas connu, n'ayez pas peur, il n'est pas armé, il a les menottes dans le dos, il ne vous fera rien, il ne connaît pas votre adresse, il ne connaît rien, parlez. Mais il dit, je ne peux pas dire que c'est cette personne, puisque je l'ai vu. Alors la juge a dit, mettez-lui les mains sur les yeux. Ben, même si je mets les mains sur les yeux, je sais bien que ce n'est pas lui. Alors elle se tourne vers moi, elle dit, vous vous en tirez à bon compte, parce que cette personne-là, elle a peur de vous. Ah oui, donc là j'ai eu un non-lieu. Mais quand j'ai passé aussi pour Tarbes, il y avait aussi une juge. Parce qu'il n'y avait pas de preuve aussi à Tarbes. Pour les bijouteries, tout ça, j'avais mis et tout, bien sûr. Mais il n'y avait aucune preuve. Et même la police se contredisait. Et les témoignages, il y en a qui disaient que j'étais cagoulé, l'autre il disait que j'avais les cheveux frisés, l'autre il disait que j'avais les tatouages, et l'autre il disait que j'avais un pull jacquard qui arrivait jusqu'ici. Donc ça ne pouvait pas aller. Et l'avocat que j'avais, bon, c'était pas un avocat qui était bien. Hein, l'avocat, il s'appelait, je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Une personne assez grosse comme ça, bon, c'est pas sa grosseur que je vais regarder, parce que c'est pas ça qui fait l'homme. Mais je veux dire par là, lui, il se mettait entre les témoins et le juge. Il disait, moi, je suis là, monsieur le juge, parce que les témoins se parlaient entre eux par, voilà. Alors, c'était pas marqué ça dans le dossier, voyez-vous, que les témoins se parlaient. Et d'un fil en aiguille, malgré qu'il n'y avait pas de preuves, alors, comme je ne pouvais pas passer en assise, à Pau, parce que de Tarbes j'étais à Pau, c'était les Pyrénées, et j'étais 17 rue Eugène Thénault à Tarbes, pour ça, vu que j'étais arrêté à Lourdes avec ma caravane, eh bien j'ai pris 7 ans de prison. 7 ans de prison, et la juge elle me dit, c'est dommage qu'en correctionnel que je peux donner que 7 ans de prison. Si j'aurais pu donner 15 ou 20 ans, ça aurait été mieux. Mais je ne peux donner que ça. Donc je vous donne le maximum de la peine. Et ne faites pas appel parce qu'il n'y aura rien du tout, ça vous restera comme ça. Alors c'est de là après que comme j'étais à Tarbes, et puis que moi je reste du côté de Pontoise, tout ça, donc ils m'ont mis au plus près, parce que j'ai demandé comme un rapprochement familial, ils m'ont mis au plus près à la centrale de Poissy. Bon, c'est là qu'à la centrale de Poissy que j'ai connu Francis Lebel, que j'ai connu... comment on appelle le pote à Charlie Boer, le pote à Messrine, Charlie Boer, ouais. Je faisais du sport avec lui et tout là-bas. J'ai connu aussi le brigadier de police aussi là, et puis j'ai connu aussi ceux qui s'étaient mêlés dans l'affaire du baron Pain. Eh oui. Et puis aussi ceux qui étaient dans l'affaire bout de boule, je sais pas quoi là, un truc comme ça. Hein. Voilà. Donc je les ai connus à Poissy, là-bas, voyez-vous, alors, voilà, hein. Et il faut dire aussi je voulais dire aussi que le directeur de la maison centrale de Poissy, c'était une personne assez gentille, et qui cherchait à comprendre la parole de Dieu, parce que moi, comme le Seigneur était dans mon cœur à l'époque, et puis qu'on m'avait mis à Poissy, et puis que le Seigneur c'était en prison, et bien qu'il m'a sorti de prison, voyez-vous, parce que le Seigneur, en fait, c'est dans une prison hein, que j'ai connu le Seigneur. C'est à Tarbes. Et là, il n'y avait pas de prédicateur, il n'y avait personne. Et subitement, j'ai voulu connaître, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a un temps pour toute chose. C'est comme Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Il ne demandait pas à connaître le Seigneur, il était dans le crime, il était dans le meurtre contre l'église du Seigneur.
Et là, le Seigneur, il l'a arrêté. Mais pour moi, c'est pareil. Le Seigneur, il est venu, pour ça que le Seigneur, il dit, venez à moi tel que vous êtes. N'essayez pas de vous rendre pur vous-même. Et là, le Seigneur, eh bien, dans cette prison de Tarbes, eh bien, il est venu dans mon cœur. Et il a fait de moi ce qu'il a voulu, alléluia. Donc, ça prouve que les juges me disaient, Dorkel, vous ne pourrez jamais, mais jamais vous en sortir. Soit vous allez mourir dans un barrage de police, soit vous allez prendre une balle, soit vous allez être estropié pour la vie, ou passer votre temps en prison, vous n'allez jamais, jamais vous en sortir. Parce que vous êtes enchaîné en vous-même. Oui, mais ça c'était les hommes qui disaient ça. Les hommes disaient, tu ne peux pas t'en sortir. Mais quand le Seigneur il rentre dans ta vie, et que tu es un élu avant la fondation du monde, Éphésiens 1, 4, 11, eh bien le Seigneur te sort de tout ça. Parce que tu es son élu. Parce que tu ne dois pas marcher selon le train de ce monde, parce qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour faire le mal, et puis il y a un temps pour faire le bien. Un temps pour ne pas connaître le Seigneur, mais un temps pour le connaître. Un temps pour être contre le Seigneur, un peu comme Saul de Tarse qui était contre l'église du Seigneur. Et un temps pour marcher avec le Seigneur. Alors ce que je dis, moi, ce que le Seigneur a fait dans ma vie, par toutes les étapes où je suis passé, par tout ce qui était du monde, par même, je veux dire, j'ai passé par la disette étant enfant. Je suis passé par les souffrances parce que je prenais des coups de baguette. Je me rappelle, eh bien, on faisait l'osier, on faisait les paniers. Et mon père, lui, prenait l'osier. Et vous savez, sur un dos nu, ça fait mal l'osier, ça pique, ça coupe. Eh bien, on prenait des coups de bâton. Et comme mon père, il venait sous, eh bien, il prenait ma mère, et ma mère, il a martyrisé. Et il achetait du lit quand il y avait un lit encore, voyez-vous. Il lui mettait les coups de poing, il arrachait les cheveux par poignée. C'était ça, on a vécu dans cette ambiance. Et quand on voulait manger, mon père, des fois, il y avait un peu à manger, puis c'était dans une marmite. Et quand il mangeait, eh bien, il écrasait la marmite. Et à l'intérieur, il mettait des fois bien, une bouteille d'eau de javel, pour pas qu'on mange. Voyez-vous, donc c'était aussi de la méchanceté. Il fallait subir tout ça. Et on n'a pas connu l'école. Et le peu, quand on allait à l'école, des fois, on n'y allait pas souvent. Mais le peu, eh bien, quand on revenait chez nous, je voyais mon père et ma mère qui se battaient, quand je voyais les marmites dehors, tout ça, les carottes cassées de la caravane. Et puis qu'on était au vent, il n'y avait même plus de plancher dans la caravane. Et puis qu'on était des fois abandonnés sur une place. Et puis personne pour nous secourir. Eh bien, c'est dur. Alors on a essayé de demander un bout de pain des fois dans la ville, mais les gens, ils nous voyaient comme des gitans. Ils disaient, ça c'est des romanichels à l'époque. C'est des bohémiens, retourne chez toi. Bon, il y en a des qui étaient gentils aussi. Parce qu'une fois, j'ai été à Boron, dans l'Oise. Et là, j'étais seul avec ma mère. Mon père était parti, il était sous, il était parti. Et là, on n'avait pas d'argent. Ma mère, elle me dit, tu n'irais pas voir le boucher, des fois, s'il ne ferait pas crédit. Et le boucher ne nous connaissait pas. Et quand je suis rentré chez le boucher, je lui ai dit, voilà, est-ce que vous ne pouvez pas me faire crédit de ça, de ça, de ça? Mais c'est le Seigneur qui l'a voulu en vérité. Je n'avais pas de sous, j'avais rien du tout. Mais il me dit, oui, je vais te faire crédit, mon petit. Et il m'a donné un tas de viande avec de la charcuterie, et ci, et ça, et ça. Et on a bien mangé. Mais ma mère, elle l'a remboursé, le boucher, petit à petit, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Mais c'est pour vous dire qu'on a passé. On a passé par des épreuves incroyables. Bon, tous les gitans ne sont pas comme ça, parce que j'ai connu de ma famille, mes cousins, tout ça, eux, ils mangeaient tous les jours, ils avaient leur mobilette à l'époque, mais nous, on n'avait pas de Noël, on n'avait pas de mobilette, parce que mon père, c'était comme ça. Et il avait des rangers, vous savez, des trucs de l'armée, et quand vous étiez sous ses pieds, bien, il essayait de vous écraser. Moi, je me rappelle, mon père, il m'a tiré dessus avec une bande de l'enrif. Et on faisait le carton à l'époque, on avait une presse en bois, et on s'en avait remis en dessous. Mais c'est une presse à filetage. J'étais rentré avec mon frère en dessous de la presse. Et après, on a calculé, il aurait dit peut-être mon père, quand il était sous, il aurait pu nous presser dans la colère. Voyez-vous? Donc mon père, il avait des colères fortes. Il était vraiment méchant. Il mesurait le pain, vous savez, et puis s'il y avait un bout de pain qui manquait, qu'on avait du pain, eh bien, le pain, il était écrasé sous les pieds, puis vous étiez écrasé avec. Voyez-vous, il mesurait tout, hein, mon père, il mesurait les patates dans la marmite. S'il y a une patate qui manquait, vous étiez mort. Et c'était ça. Et les gens ne savaient pas ça. Mais nous, on le savait puisqu'on subissait, voyez-vous. Donc, voyez-vous, c'est pas pour débiner les parents, c'est pas pour ça, mais c'est pour faire un témoignage. Un témoignage que des fois, eh bien, on n'est pas toujours gâté par la vie. Il y en a d'autres qui viennent avec des cuillères en or dans la bouche, et ceux-là, des fois, nous jugent, et qui n'ont jamais connu la souffrance. Moi, je suis pour connaître, pour juger quelqu'un, déjà on ne doit pas le juger, mais si on voudrait le juger, si on est juge, il faudrait déjà connaître la souffrance pour savoir pourquoi la personne elle a fait ça, et puis de dire, eh bien, c'est peut-être qu'elle a fait ça parce qu'il y a une cause à effet, peut-être. Voyez-vous? Et là, il y avait des causes à effet, mais c'est pas une excuse, parce que je n'aurais pas dû, mais le contexte où j'étais, eh bien, il fait que
eh bien j'ai passé par ces chemins. Donc je dis, c'est vrai, c'est... Quand je repense même encore maintenant, et je vois mes frères, eh bien c'est pareil, ils ont passé par diverses étapes aussi. Je vois un de mes frères, là, ben c'est sûr, il a disparu, hein, il est décédé il y a 3-4 jours. Et bien c'est pareil, il a passé par des étapes comme ça. Et après, bon, il a connu du monde, et ci et ça et ça. Bon, c'est pas parce qu'il a connu du monde, surtout des gens placés, qu'il a connu, bien sûr. Parce qu'en faisant ça, vous savez, on monte l'échelle. Hein, vous pouvez regarder que tous ceux qui ont commencé en bas de la pyramide, et que le 3/4, eh bien, ils montent les marches. Voyez-vous, comme vous regardez Al Capone, tout ça, bon, moi je ne me dis pas que je suis Al Capone, je ne suis rien du tout. Et puis devant le Seigneur, je ne veux pas être Al Capone, je ne veux pas faire partie du monde. Mais je prends un exemple. Eh bien, vous prenez Al Capone, tout ça, et bien tous ces gens-là. Vous prenez tous ces gens-là comme Zampa, tout ça, vous prenez les Guérini, tout ça. Eh bien, c'est des gens qui étaient montés, voyez-vous. Voilà, sans que moi je connaisse leur vie. Je dis ça parce que en prison, à Fresnes, il y avait les Guérini et ci et ça. Mais leur vie, je ne la connais pas non plus. Peut-être aussi que ces gens-là, dans leur fond intérieur, on leur a peut-être mis aussi les choses sous le dos qu'ils n'avaient pas fait. Voyez-vous. Et puis aussi, peut-être qu'ils ont fait, je ne sais pas. Mais je parle de ça. Alors, voilà, voyez-vous, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup de choses qui fait que, eh bien, on est pris selon notre jeunesse. Et puis, des fois, eh bien, sans s'en apercevoir, on est pris dans un engrenage. Et puis des fois aussi, il y en a d'autres aussi qui savent, parce que de leur jeune âge, ils ont été élevés avec des cuillères dans la bouche, et malgré tout, eh bien, ils vont quand même faire les choses. Voyez-vous, donc on peut dire que moi, ma vie était comme ça. Moi, j'ai passé ma vie, là, je me rappelle quand on faisait la ferraille, quand on prenait la ferraille sur les dépotoirs, je me rappelle que mon père, des fois, me déposait, il me disait, voilà, parce que moi, je m'appelle Charles, mais aussi Charlie, il me disait, c'est mon petit nom, Charlie, alors, un surnom, il me disait, voilà, tu vas prendre toute la ferraille qui est en bas du trou, alors le trou, des fois, il faisait 10-15 mètres, il fallait que je monte la ferraille, alors des fois, il y avait des bidons, des fois, il y avait des moteurs, alors